Vous allez les applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Attention, applaudissements. On va commencer avec Boris Rollinger qui est avec nous. Boris, s'il te plaît, viens à moi. Oula, oula, il y a une marche, il y a une marche. Il est suivi de près par Bernard Gabé. Attention aux marches, parce que Boris a failli mourir. Et très proche aussi de Bernard, nous avions Damien Witeka. Damien Witeka qui risque de se faire rattraper par notre dernier invité, s'il vous plaît, Alexandre Gillet. Oh. Bonjour, bonjour. Bonjour Fred. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce quatuor de comédiens aussi talentueux les uns que les autres. Comment vous allez, messieurs? Très bien. Bien. Est-ce que tout le monde a un micro? Non. Tu n'as pas de micro? Bernard, il y a un micro. Toi, tu n'as pas de micro? Allô? C'est honteux, tu sais quoi? Rien que pour ça, je te Allô? laisse mon micro. Ah. Mais regarde, on se débrouille très bien. Ah oui, mais tu parles comment? Je peux parler, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc on va commencer cette conférence. Il y a des gens qui arrivent en même temps. Donc il y a pas de problème. Bienvenue. Donc ce qu'on va faire, c'est, je vous disais, c'est une thématique sur le métier du doublage, mais plus particulièrement avec nos comédiens qui ont interprété différents rôles dans l'univers Marvel. Donc vous allez pouvoir leur poser vos questions et vous allez pouvoir aussi, eh bien, n'hésitez pas vraiment à poser tout ce que vous voulez. On va débuter directement par une première question, peut-être du public. Autrement, vous me laissez ouvrir les hostilités. Est-ce qu'il y a une question déjà avec le public? Oui, je vois qu'il y a une question déjà au public. Donc si vous avez la possibilité d'aller vers Ace, ça serait cool. Et je vais m'asseoir. Oh, c'est difficile quand même, hein, le théâtre. Hein. Ouf. Là, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Baptiste. Du coup, ma question c'est pour Bernard Gabé. Ça fait quoi de revenir en tant que Docteur Doom dans les prochains Marvel? Ça ne me fait encore rien du tout parce que je ne suis pas encore sur le coup. On m'appellera quand ce sera tourné, quand ce sera fait et que je verrai ce qu'il donne dans le film et j'essaierai d'être à la hauteur de ce qu'il fait. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Je ne suis même pas contacté pour ça, donc on verra bien. Je suis désolé, hein, ce n'est pas une réponse géniale, mais je n'ai pas de réponse. Hein. C'est déjà une réponse. C'est intéressant, Bernard, parce qu'effectivement, on le sait maintenant. On le sait maintenant, Robert Downey Jr. va prendre le rôle de Dr. Doom. Donc c'était ta question, savoir si Bernard allait reprendre le rôle de Robert Downey Jr. dans cette production. Je pense que tu ne sais même pas encore. Peut-être tu l'as dit, tu n'as pas été appelé en fait. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que les gens sont beaucoup mieux informés que moi. Souvent. Parce que je vois plein de gens qui me disent « Alors, il revient, il arrive. » Ah ouais, super, je suis très content, mais je suis pas du tout... Comme je ne suis pas les infos comme plein de gens qui arrivent à les avoir, j'admire, mais je ne peux... ils en savent beaucoup plus que moi, en fait. Donc, voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question, malheureusement, pour l'instant, Secret Défense, on n'en sait pas plus. Voilà. Mais bon, on aimerait tous, effectivement, on touche du bois, on aimerait tous que Bernard reprenne le rôle de Robert Downey Jr. dans cette prod, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc on verra bien. Wait and see. Voilà. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Une autre question. Ah ben voilà, tu vois, je te disais, Damien, tout à l'heure, je disais, on va laisser un peu, parce que c'est vrai que souvent, pendant ces conférences, je parle beaucoup, je balance beaucoup de questions, mais le public ne participe pas nécessairement. Là, c'est cool de voir qu'il y a pas mal de personnes qui vont vouloir vous poser des questions. N'hésitez surtout pas. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Manon. Salut Manon, alors ta question? Je voulais savoir si ce métier, ça a été une vocation pour vous ou si vous êtes tombé dedans un peu par hasard au fur et à mesure de votre carrière professionnelle et si vous aviez un personnage que vous préférez incarner. J'attaque. Allez, vas-y. Je crois que je vais peut-être faire une réponse commune. Enfin, je crois que moi, c'est le théâtre qui nous l'a amené. Voilà, moi j'ai commencé comédien, c'est pas pour faire du doublage. Moi je voulais être juste comédien, faire du théâtre, tourner, ce qui se fait aussi. Puis après, on m'a vu au théâtre, on m'a proposé de faire du doublage et puis voilà, c'est parti. Et personnage où on peut parler d'acteur, mais moi, Joaquin Phoenix, ouais. Voilà. Tu déjà un veux micro quelque chose? Mais oui, parce qu'il me l'a prêté, le monsieur. Donc, tu veux que j'enchaîne là-dessus? Alors, vocation, moi, je voulais être acteur depuis tout petit. Et
je ne connaissais, je tiens à le dire à ceux qui en rêvent parce qu'on en rencontre beaucoup de ce métier. Donc moi, je ne connaissais personne. J'étais dans le fin fond d'un département qui s'appelle la Seine-et-Marne. Donc à l'époque, il y avait la campagne, il y avait des vaches au bout de la rue, etc. Et je voyais Paris comme une espèce de capitale lumineuse, lointaine, impossible, voilà, à approcher. Et puis, bah voilà, la vie fait que quand on a vraiment des désirs très très forts et qu'on va au bout, on peut les concrétiser, puisque ne connaissant personne, et n'étant pas issu d'une famille de comédiens, on Moi ne non sait plus. pas comment ça arrive, ce genre de choses, pourquoi on a envie de faire ça, mais depuis tout petit, je voulais faire ça. Et alors moi, je n'ai pas commencé par le théâtre, moi je voulais faire du cinéma, je savais à peine ce que c'était que le théâtre, et j'ai eu très tôt l'occasion à 16 ans de tourner dans un film qui s'intitulait Les Turlupins, où j'ai eu du jour au lendemain le rôle principal, 60 jours de tournage. Bon, c'est rare que ça arrive, mais voilà, c'est le rêve qui tombe là. Et ce que je voulais dire, c'est que ce film se tournait pendant les années 40. Donc, il y avait des sons à l'époque où on tournait qui n'étaient pas évidemment à l'époque. Donc, il fallait tout redoubler. Alors, on appelle ça post-synchronisé, puisqu'il fallait refaire tous les dialogues. Moi, j'avais 16 ans. J'étais, comme on dit, à l'instinct. Je n'avais pas du tout appris mon métier. Donc, le metteur en scène était exceptionnel parce qu'il arrivait à saisir, à capter, à nous mettre dans des conditions où on était tels que nous-mêmes. Donc, moi, quand je vois ça, j'ai honte parce que je vois plein de choses que j'aurais jamais osé montrer, mais qui sortent malgré moi avec le temps. Sauf qu'après, comme il fallait tout refaire, oui, je sais, c'est un peu long, mais je vais faire plus court. Et alors, comme il fallait tout refaire après, c'était le cauchemar pour moi, puisque tout était sorti par l'instinct. Donc, retravailler, donc faire un travail d'acteur, c'était un cauchemar. Donc, je me suis dit, après avoir tellement souffert en studio, parce qu'on passait des semaines à essayer de retrouver quelque chose qu'on avait tourné, je me suis dit, il faut que j'en fasse, parce que je ne peux pas être aussi mauvais que ça, c'est impossible, je perds tout ce que j'avais donné. Et donc, j'ai essayé voilà, d'entrer en contact, et j'en ai fait petit à petit, voilà, pour la question doublage. Mais ça s'est ajouté à plein de choses avec les rencontres de théâtre, puisque je rêvais aussi de théâtre, de faire des textes et tout. Et voilà. Et après, c'est un tout. Voilà. Réponse pas du tout courte, hein, mais désolé. Je vais rejoindre mes camarades. Au départ, on ne rêve pas d'être comédien de doublage. On rêve surtout de vivre de sa passion. Moi, j'ai commencé le théâtre entre 17 et 18 ans. Ça a été une révélation pour moi et je me suis accroché, j'ai tout abandonné. C'est-à-dire que déjà, j'aimais pas l'école, donc on peut pas dire que j'ai abandonné l'école, c'est plutôt l'école qui m'avait abandonné. Mais je me suis consacré comme jamais j'avais bossé à ce que j'apprenais au théâtre. J'ai commencé au Conservatoire de Dijon. Et de fil en aiguille, après on arrive à Paris, et puis à Paris, on se met à jouer. Et puis quand on joue, parfois le hasard fait que moi je suis tombé sur des gens qui étaient dans le doublage et qui m'ont fait passer une audition. Et à partir de là, ça s'est fait, mais très lentement. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai eu tout de suite des rôles importants, mais pas souvent. Je faisais un film par an, donc on ne peut pas dire que ça soit super. Et puis à partir de là, les gens vous connaissent et puis ils vous confient plus de choses. Et puis de fil en aiguille, on arrive à avoir des rôles plus intéressants. Il a quand même beaucoup travaillé parce qu'il a fait le Conservatoire de Paris et on en prend 20 et il y en a 1500, 1800 maintenant qui se présentent par an. Donc voilà, il a quand même le Conservatoire de Paris, notre ami quand même. Merci Boris. Moi, contrairement à mes camarades, je suis un enfant de la balle puisque mon grand-père était chanteur d'opérette, comédien, il avait des émissions de radio. Ma mère est comédienne, elle est toujours comédienne. Mon père avait été comédien dans les années 50, mais je voulais être diplomate. Parce que je connaissais trop le milieu pour me dire cette insécurité permanente. Donc jamais j'allais assister. J'allais juste voir ma mère jouer au théâtre parce qu'elle jouait très très régulièrement. Et j'ai dû faire 2 studios comme ça quand j'étais gamin, mais juste pour regarder. Mais ça ne nous plaisait pas du tout, mon frère et moi. Donc moi je voulais être diplomate. Et puis un jour je me suis dit allez, je vais quand même prendre un an sabbatique et pour faire quelque chose, j'ai dit à mes parents, allez, trouvez-moi un cours de théâtre, ça va me déniaiser un peu, j'étais très timide. Et puis là, j'y ai pris goût, j'ai repris mes études, et puis finalement, de fil en aiguille, effectivement, comme mes camarades, je voulais faire du théâtre, et ma mère m'a mis un peu le pied à l'étrier dans le doublage, et puis de fil en aiguille, les petits rôles ont amené les grands rôles, et puis voilà. Et sinon, pour répondre à l'autre partie de la question,
Moi, le personnage qui est vraiment emblématique, qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Vraiment, il y a un vrai travail là, pour le coup de comédien que j'ai dû intégrer au jeu parce qu'il est tellement loin de moi que là, c'est vraiment une rencontre et une découverte de moi-même. Et avec Jean-Louis Faure, Avec notre merveilleux Jean-Louis Faure. regretté, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Voilà. C'est l'ordre. Après, c'est monsieur là-bas. Non, c'était la dame là. Ouais. Puis nous, on a plus de 50 ans, c'est les dames d'abord. Désolé, la galanterie, ça existe encore. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je voulais vous demander comment vous êtes arrivé sur le doublage de Marvel. Comment vous avez eu vos personnages, vous avez passé des essais, ou on vous a appelé, voilà. Bah, tu sais, enfin, moi, je peux répondre à ça. C'est pas que tu choisis, c'est pas toi qui choisis, c'est les studios qui choisissent. Et souvent, quand tu suis un comédien qui a déjà fait d'autres films et qui se retrouve dans un film Marvel, bah, on t'appelle pour le faire. Et après, c'est super parce que si on aime ce monde, c'est super. Moi, par exemple, quand je me suis retrouvé à doubler Spider-Man, déjà j'étais hyper heureux parce que c'était la première fois qu'on arrivait enfin à mettre en scène ce personnage. Avant, je pense que les trucages n'étaient pas suffisants pour que ça marche. Et donc, c'était un rêve d'enfant. Mais donc, dans ce cas-là, enfin, oui, moi, là, ça m'a profondément touché parce que j'étais hyper heureux de pouvoir. Bon, j'avais déjà doublé Tobey Maguire avant, mais ils ont fait une audition et donc j'ai été repris, j'ai eu de la chance. Mais effectivement, quand c'est comme ça, c'est un vrai bonheur. C'est un bonheur d'enfant. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais jamais dû le faire. Ben oui, puisque le premier Captain, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Maël Davansoulas, et qui est un vrai bon copain. Et il a eu la bonne idée de déménager au Québec. Et donc pour la suite, ben, il a fallu le remplacer. Et ils ont repassé une batterie de casting. Et là, ben, j'ai fait partie de la batterie des 3-4 comédiens qu'ils ont auditionné pour remplacer Maël sur le 2e épisode de Captain America. Et c'est comme ça que j'ai été choisi. Donc je n'avais jamais ni Chris Evans, ni Captain, évidemment. Et depuis, je le fais quasiment tout le temps. Donc merci Maël et merci le Québec. Alors, de mon côté, l'acteur génial Robert Downey Jr., moi je le doublais bien avant que plein de gens naissent ici. Voilà. Donc ça veut dire depuis le siècle dernier. Je l'avais doublé, alors à l'époque il n'était pas du tout connu. C'était dans un de ses tout premiers films, on devait avoir pratiquement le même âge. C'était un film qui s'intitulait De la neige sur Beverly Hills, où il jouait un drogué et tout ça. Et cet acteur génial a eu apparemment des problèmes de toutes sortes, comme on peut en avoir tous, voilà, des addictions et tout. Et je crois savoir que les assurances bloquaient, alors que voilà, tout le monde le désirait comme acteur. Donc, il a eu cette chance incroyable pendant des années d'être interdit, si on peut dire, de blockbuster et tout ça, mais de jouer avec des indépendants et des artistes qui voulaient absolument tourner avec lui. Alors, moi, j'ai eu la chance de le doubler dans plein de films que personne n'a vu, parce qu'en fait, ils ont été édités en DVD. Ils sont sortis à l'époque en DVD et ils sortaient même pas en salle. Mais moi, je me régalais. Mais ce mec est absolument génial. Et il y en a plein en plus que j'ai pu faire. Ou alors, il faisait des apparitions avec de très grands cinéastes. Les films sont sur les plateformes. Mais je sais même pas. Il y en a qui sont même jamais sortis et qu'on a doublé pourtant. Et il fait des apparitions, mais à chaque fois, c'est incroyable. Et puis, tout à coup, son talent, comme à force d'exploser dans plein de films, il y a eu Zodiac, il y a eu plein de films où il avait commencé à avoir des rôles énormes, où les gens voulaient absolument l'avoir lui. Chaplin, mais là, c'est après. Les gros problèmes sont venus après. C'est après, oui. Chaplin, c'est là où il explose en fait avec Chaplin. Et après ça viennent tous ces problèmes avec les assurances et tout ça. Et après, il y a cette évidemment, puisqu'il a explosé avec ça, bien sûr. Et moi, je l'ai pas doublé dans Chaplin d'ailleurs. Il n'était pas si connu que ça. Je l'avais doublé avant. Après, je l'ai retrouvé et il est revenu pour le parcours, c'est important de le dire, dans Ali McBeal.
Ouais, c'est ça. puisque ça a été une résurrection. Il paraît que la série qui avait un succès énorme dans les premières années, au bout de la 3e année, s'essoufflait un peu. Ils le font venir en 4e saison, et là, ça explose, il est génial, bon, voilà, etc. Et donc, comme moi, je le faisais depuis des années, apparemment, j'étais celui qu'on a appelé pour le doubler dans ce film, mais qui était loin de devenir le phénomène Marvel. Enfin, c'était un des tout premiers, je crois, événements Marvel. Donc, c'était un film parmi d'autres. Enfin, voilà, c'était pas un petit budget, on s'en rendait compte, évidemment, mais c'était pas, on pouvait pas imaginer que ça deviendrait quelque chose d'aussi légendaire, parce qu'il y en avait beaucoup, des blockbusters qui sortaient. C'est pas pour ça que ça faisait des cartons et qui deviennent cultes et tout. Et là, voilà, donc moi, on m'a contacté. J'ai pas passé des essais sur celui-là. Voilà. Bah, c'est très bien. C'est bon, ça Alors, répond. je crois qu'il y a moi. Alors, Boris, autant je mélange autant Racine et Corneille dans les titres de pièces parce que j'en ai lu beaucoup en même temps et comme j'ai pas la mémoire des noms. Donc moi je confonds l'univers DC Comics et Marvel. Joker, c'est DC. C'est DC. C'est DC d'accord. Comics. Superman, Superman, Batman, Flash, tout ça, c'est DC. C'est quoi? C'est DC aussi? C'est DC, ouais. Donc Marvel, j'ai fait quoi? Marvel, c'est Iron Man, Hulk, Captain America, les Gardiens de la Galaxie. Donc je n'ai fait que le collectionneur dans les Gardiens de la Galaxie. C'est ça, c'est bien ça. Donc voilà, c'est bien pour ça. Alors Benicio Bonjour. del Toro, bonjour. Alors Benicio del Toro, on est plusieurs à le faire, mais il se trouve que pour Disney, quand Benicio del Toro tourne avec une production Disney, systématiquement, c'est moi qu'ils appellent. Donc là, comme ça appartient à Disney, donc c'est comme ça que j'étais amené à faire le collectionneur. Voilà. Attends, il faut absolument qu'on dise quelque chose là, parce que je me rends compte qu'un jour tu m'as prêté Benicio et que moi je t'ai prêté Antonio Banderas. Non, parce que moi j'ai pris parce le que chat. Benicio, J'ai juste fait le chat. Voilà, mais un jour quand même, on m'a appelé parce que Benicio est donc d'origine hispanique. Et moi, comme je parle espagnol, il y avait un jour où il a tourné un film excellent de Villeneuve. Vous voyez ce film avec Emily Blunt Attends, tu parles de qui? Cartel. De Benicio del Toro? Oui. Cartel. Sicario. Sicario, ouais, Voilà, Sicario. voilà. Sicario. Voilà, et là, comme il D'accord. avait, voilà, et D'accord. comme ça, il fallait prendre une voix comme ça et tout ça. Donc là, mais je ne Oui. sais même pas que c'est toi, parce que sinon, en général, c'est important de le savoir. On est quand même quelques-uns. D'abord, lui, il le fait. C'est un vrai chevalier. Il prévient quand tout à coup, vous voyez, on l'appelle. On refuse aussi, par exemple, des non, rôles. non, moi je le fais pas. t'arrive, ça Moi, j'ai il l'a refusé. fait Boris, plusieurs fois, oui. c'est vrai ça? Ça Ouais, t'arrive ouais, de ouais. refuser des rôles parce qu'on dit bah non, moi c'est mon pote qui le fait. Et il y en a d'autres qui ne sont pas Ouais. potes et qui le font très volontiers. Ouais, mais là, d'un coup, c'est bien plus des la potes, quoi. classe, ça. Non, non, il faut le savoir, il faut le dire. Moi, je dirais pas pour quel film ni pour quelle grosse, non, y a grosse pas de machine. souci. Mais à un moment, on m'a dit tiens, viens passer les essais à côté. Hmm. Et je passais. Et c'est Donald Renew d'ailleurs qui dirigeait. Et puis ouais, mais c'est Jérôme Pauwels qui double. Là, il fait passer l'essai et tout. On va déjà regarder les dates, savoir si t'es libre. Ouais. J'ai ouvert mon agenda papier parce que je n'ai rien sur téléphone, je n'ai pas d'ordinateur, je suis papier. Et je lui montre les 2 semaines de doublage. Et les 2 semaines, j'étais libre. Mais tu diras, je suis pas libre. Je suis pris et ça rentre pas dans les cases. Pas fait. Bah, c'est bien, c'est une famille en même temps. Voilà. Donc oui, c'est cool. Franchement, c'est gentil. Mais je pensais que après, généralement, tous les comédiens que j'interviewe m'expliquent que quand ils ont, vous êtes les premiers à dire que vous n'avez pas de rôle attitré. On vous dit voilà, vous n'avez pas de voix attitrée. Et généralement, Par exemple, Jason Statham, ça fait 44 fois. bon, il Colin est attitré Farrell, pour toi. 43. Il est attitré. Là, ça m'embêterait un peu. S'il n'y a pas mon 8K sur, comment il s'appelle, ce jeune acteur. Leonardo DiCaprio. Ouais, sur Leonardo, Ça si c'est pas mon 8K, ça m'agace. Si c'est pas sur Banderas, à part les chats, c'est juste les trucs, c'est les chats. Mais si c'est pas mon ami Bernard sur, voilà, ou mon ami Alexandre Gillet sur cet acteur formidable, Jesse, machin, ça me, non. Non, c'est pas attitré, mais on marche pas sur les plates-bandes des copains. Il y a quand même un minimum d'éthique et je pense
qui nous Oui, a mais été. justement, c'est qui ce nous que a j'étais été en train de te dire transmis. après. J'étais en train de te dire justement que c'est bien parce que quand il y a un comédien qui interprète un rôle pendant des années, un nombre de fois spectaculaire, eh bien, si on propose un autre comédien, ce comédien, généralement, c'est ce que me disent les autres comédiens, ils me disent, bah non, moi je le fais pas, c'est un ami et c'est... Voilà. Ah, Alexandre me dit, ça dépend. Tiens, je la micro. Bah, évidemment, ça dépend. Mais après, quand il y a un client qui, ton nom est rédhibitoire pour lui, moi, je ne vais pas me battre 20 000 ans pour un truc où je sais que je ne vais pas être désiré, parce qu'il faut aussi être désiré. Et après, si c'est un copain qui fait le rôle, je m'en contrefous, vraiment. Et je lui en veux pas. Non, mais généralement, les copains, ils sont pris. Ils sont pas libres. Ou alors, ils sont trop chers. Ouais. Ils sont chers. Les vieux de la veille, ils faisaient ça. Hein, Ah ouais, bon, ceux qui sont, bon, il y en a encore, heureusement, qui sont en vie, comme Gérard Darbois, comme bien sûr. mais Patrick Poivet. À un moment, il avait été en bisbille avec Besson sur un Bruce Willis, justement. Eh oui. Il a dit, je ne le fais pas, et tout ça. Certains l'ont appelé, et ils ont demandé le double que ce que demandait Patrick Poivet. Donc, ils n'ont pas été pris. Voilà, et c'est eux qui nous ont transmis ça, Jacques Franz, tout, espèce d'éthique qui est, voilà, donc je crois que c'est important. C'est très important, tu as bien raison, Boris. Moi, je voulais revenir sur le... Et puis, pour ajouter Vas-y. aussi, c'est que le public est attaché aussi à des voix qu'il a entendues et on nous le dit sans arrêt. Hein, quand on signe, on lui dit oh là là, Pourquoi c'est pas vous ils ont changé. Mais vous prêchez à... Ils ont changé Vous la savez, voix. vous savez, on va... On nous dit ça et les gens sont quand même très sensibles C'est à un des voix qu'ils ont débat entendues. de je ne sais pas combien d'années. Je pourrais prendre des exemples tellement concrets. Moi, j'ai un exemple concret qui arrive là en tête, c'est Friends. Moi, Friends, dans les dernières saisons, eh bien, certains acteurs n'ont plus leur voix française, qui étaient des voix iconiques pour ces comédiens, pour ces acteurs. Et croyez-moi que quand on est habitué à regarder Friends pendant un nombre de saisons et que d'un coup, on passe à d'autres voix, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est comme ça, c'est la vie, mais c'est très bizarre. Donc oui, tu prêches un convaincu, effectivement. Moi, je voulais revenir un peu sur cette thématique Marvel, savoir que vous avez tous... Il y avait une Ah. question là-bas, attention, il ne faut pas les louper. Hein, quand même. Eh ben, vous savez quoi? Il reste 5 minutes, alors je ne vais Il y pas avait poser de aussi en questions, je vais bas, laisser ouais, le ouais. public. Il y avait des Allez. questions en bas aussi, pardon. Alors, hein. Ouais, question. ouais. Eh ben, et vous savez quoi, messieurs? Choisissez les Il y a un personnes. monsieur au premier rang là. Il y a un monsieur au premier rang là? Au Lequel? premier rang là, devant nous. Voilà. Assassin's Creed là-bas, ça fait très longtemps qu'il lève la main. Lequel? Assassin's Creed. Non, il a juste un hoodie en fait. Ouais, c'est ça. non, mais non. Et puis Linzer, non, on a peur. C'est mon copain Star Wars. Alors, qui a le micro là? Qui pose sa question? Vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Kylian du coup. Moi ma question c'est, elle pourrait paraître bête, mais notamment dans les grands films par exemple qui suscitent énormément de hype et tout, etc. Quand vous doublez, est-ce que vous êtes deux dans la salle de doublage ou alors vous êtes solo, c'est-à-dire pour éviter de dire le spoil et tout, etc. Je pense notamment par exemple à Infinity War avec du coup Captain America et Iron Man. Est-ce que vous, tous les deux, vous êtes dans la même pièce pour avoir un moment de complicité? Parce que quand on regarde le film, on se dit, mais enfin, c'est réel, quoi. C'est comme un dialogue, mais voilà, c'était ma question. Oui, c'est ça. Bah, ça dépend. Ça, dépend c'est des variable, films, en ouais. fait. Ça dépend des films et puis aussi des disponibilités de chacun. C'est vrai que sur des gros rôles, quand il y a deux gros rôles qui se répondent, ils essayent de nous faire ensemble, quitte à ce qu'on fasse un premier brouillon ensemble et ensuite on s'enregistre chacun sur une piste à part. Mais au moins on répète ensemble, c'est pas mal. Mais c'est vrai que de plus en plus, et notamment depuis le Covid, on enregistre malheureusement souvent seul. Ça dépend des projets en fait. Et puis, oui, ça dépend des projets. Il y a un truc, par exemple, là, tu soulevais la question, tu dis, tiens, on a l'impression que vous parlez vraiment, mais c'est aussi notre boulot de vendre de l'illusion. Et c'est-à-dire qu'on va écouter à fond la VO, par exemple, tous les Disney que vous voyez, ils sont toujours, le plus souvent, enregistrés personne par personne, chacun sur une piste. Parce que Disney, comme ça, a le choix. Disney est coutumier du fait de, par exemple, avoir enregistré, ça s'est déjà passé plusieurs fois, vous enregistrez avec un comédien, ils font une projection test dans un coin avec des gens, voilà, et puis ils décident que finalement, ben non, le film est doublé, mais on va enlever cette voix-là, l'acteur principal, on va mettre un Star Talent, ce qu'on appelle les Star Talent, c'est les gens qui sont connus, qui font jamais de doublage, les vedettes. Et on va, tiens, ça va booster un peu le truc, ce qui est pour moi un peu une connerie, mais bon.
Et donc tout le monde est enregistré sur une piste. Et pour donner la magie de faire croire qu'on tourne ensemble, on écoute beaucoup la VO. Et après, on s'écoute aussi, on écoute la VO, puis après, la personne qui vient derrière enregistrer, il écoute aussi ce que l'autre a enregistré pour bien répondre, on compare. Voilà. Et on demande quand on enregistre tout seul, on demande aussi ah bah tiens, quel est le copain qui va ou la copine qui va doubler tel rôle. Donc on dit ah, par exemple, c'est Laura Blanc, ah, c'est Géraldine Asselin, ah, c'est Marjorie Frantz. Donc on sait, comme on est amis, qu'on se connaît très bien, donc on sait l'énergie qu'il va y avoir que la comédienne française ou le comédien va mettre en faisant ce que fait l'acteur à l'écran. Donc ça aide aussi. En fait, il y a une partie de soi qui fait question-réponse. Voilà, donc on a la voix. Donc quand on enregistre dans notre petit cinéma intérieur, on a l'image et on a la réplique. Enfin, mais c'est plus agréable à deux, quoi. Oui, moi je suis d'accord parce que même si on est habitué à reconstruire tout seul, en fait, la présence de l'autre, tout ce que vous dites, c'est incomparable pour moi d'être avec quelqu'un quand on enregistre une scène à deux parce qu'on se nourrit de ce qu'on vient d'entendre et ça ne s'invente pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On va plus loin. Il faut savoir qu'on refait et qu'il y en a un qui n'arrive pas, l'autre n'y arrive pas, on alterne et puis il y a quelque chose qui se fait et à un moment, on arrive, comme vous le disiez, à se parler. Mais ça ne s'invente pas tout seul. Il y a quelque chose en plus qui se passe et qui est un plaisir. C'est que tout à coup, on arrive à trouver la relation, quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas contrôler. Ça se travaille, mais ça ne se décide pas comme ça. Et puis, l'IA ne pourra jamais contrôler. Entre parenthèses. Non, mais ce qui est bien aussi sur ces gros projets, c'est qu'on a du temps. Et ça, c'est formidable. Parce qu'on nous demande souvent d'aller très vite pour tout ce qui est projet télévision. Là, on travaille vraiment vite. Donc là, il faut une grande expertise, on va dire, grande expérience. Alors que sur des gros projets comme ça, on a vraiment du temps. Donc on a le temps d'écouter, même si on est tout seul malheureusement, on a le temps d'écouter l'original, d'imaginer effectivement ce que va faire son ou sa camarade. Et ça, c'est très précieux le temps. Il y a une question. Là-bas, tout là-haut. Oui. Dans la montagne. Bras levé, il y avait des bras devant, pardon. Il faut installer un tire-fesse. Bonjour. J'avais une question en rapport avec les doublages que vous faites sur les films où, dans le même film, il y a deux acteurs que vous êtes censés doubler. Comment ça se passe? Alors moi j'ai une réponse personnelle. Dans le film Les Joueurs, il y avait Matt Damon et Edward Norton, qui sont doublés par Damien Boisseau. Mais il a plus doublé Edward Norton que Matt Damon au moment où on enregistrait les Joueurs. Donc moi j'ai passé des essais, même pas, on m'a proposé, c'était mon premier gros rôle en doublage, et j'ai doublé Matt Damon une fois, parce que mon ami Damien doublait Edward Norton et qu'il ne pouvait pas faire les deux. Voilà. Mais vous avez aussi des cas de figure où, par exemple, les Gardiens de la Galaxie, où vous avez Loki, qui est aussi la même voix que comment il s'appelle, le raton laveur là. Alexis Victor. Voilà, et c'est Alexis Victor qui fait les deux. Et là, quand il s'est retrouvé comme ça, je pense qu'il s'est dit oh là. Et en même temps, il l'a très bien joué parce qu'on s'en rend pas compte. Il les joue complètement différemment et ça passe nickel. Il fait les deux. Et il fait les deux. C'est très rare ça quand même. Ouais. Oui, là c'est bien ça. Oui, mais là, ils se rencontraient. Moi, c'est arrivé dans The Grey Man où il y a Ryan Gosling qui répond à Chris Evans. Et finalement, ils m'ont mis sur Chris Evans. Et bien, heureusement, parce que c'est le méchant. Et j'adore, c'est vachement plus gratifiant de faire les méchants que le héros qui casse la gueule à tout le monde. Et j'ai adoré faire Chris Evans plutôt que Ryan Gosling dans ce film. Juste, ça sera peut-être la dernière, messieurs, puisque je vois que le compteur est à 0. Nous avions une demi-heure de Oui, mais conférence. on a la journée pour nous. C'est toi qui décides, Damien, c'est toi le boss. Oui, on est tranquille, on est bien. Là. Ah non, mais attendez. fraîche. Moi, je vais vous laisser. Hein, je travaille à côté des gens. Allez-y, allez, c'est parti. Une autre question alors. Une question devant. Oui, et puis aussi devant. Oui. Voilà, il y a deux personnes devant. C'est vrai ça depuis. Mais moi, je voulais tout à l'heure. Et c'est parti. Ah, ok. Bonjour, je m'appelle Rory et la question que j'aurais posée c'est à Boris, j'aimerais savoir
est-ce qu'il y a des comédiens de doublage qui ont fait, par exemple, le Joker avant vous, qui vous ont inspiré pour faire Joaquin Phoenix, que ce soit, par exemple, Pierre Raté dans la série de 92 ou Stéphane Ronchevski pour The Dark Knight ou... Non. Non, parce que le personnage de Jack Nicholson, enfin le Joker de Jack Nicholson est différent de Stéphane Ronchevski, donc machin. Et là, Joaquin Phoenix, il fait. Moi, je me suis pas servi de ça. C'est-à-dire que je me mets à la disposition de la partition géniale que crée Joaquin Phoenix et j'essaie avec mes petits petons, j'essaie de rentrer dans le costard. Ah oui. Voilà. En fait, pour moi, le génie de cet acteur, c'est qu'il a créé un immense parc d'attractions avec des manèges de ouf. Et là, il est sur mon épaule, il me chuchote à l'oreille, tiens, vas-y, le parc d'attractions est pour toi tout seul, voilà les clés. Et je suis monté dans tous les manèges. Ce qui m'a aidé, en revanche, c'est le personnage de Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time, parce que pour le rire, donc je savais que j'avais les cordes vocales pour faire le rire du Joker, parce que c'est le rire, alors il est plus dingue, mais on est dans la même catégorie de cases au niveau des cordes vocales que le rire de Rumpelstiltskin. Il y a aussi King Julian dans Madagascar qui m'a aussi aidé à me dire tiens, techniquement je suis sûr que je peux arriver à faire le rire. Et en fait, ce que je préfère doubler dans le Joker, c'est le rire. Le reste, je dis voilà, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai dit alors le rire, il arrive quand? Voilà. Si ça répond à la question. Il y a le monsieur aussi qui attendait depuis absolument. Merci, vous êtes attentif. Mais déjà, je suis très heureux de vous rencontrer. Et quand on vous écoute parler, ça donne envie faites votre boulot pour être pote avec vous, parce qu'il y a vraiment une ambiance incroyable. Et ma question, c'était, est-ce que vous avez déjà rencontré un acteur que vous doublez? Et si oui, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter? Alors, moi, je peux vous répondre. J'ai déjà rencontré Leonardo DiCaprio. Ça s'est passé à la suite du film La Plage. Parce que pour une fois, justement, ce qui était très rare, quand on double un film avec des acteurs connus qui sont aussi dans le film, souvent ils exigent de bosser tout seul. Et là, sur ce film, j'ai pu bosser avec Guillaume Canet et Virginie Ledoyen, qui ont été des super bons camarades. Quand je dis ça, par exemple, Virginie Ledoyen, on m'avait dit voilà, fais attention, elle est hyper dure, elle est casse-couille, tu vas voir. Pas du tout. Elle a été hyper ouverte. Elle m'a même dit tiens, à ce moment-là, Danny Boyle, le réalisateur, disait à Léo, tu devrais penser à ça sur cette scène, ça serait bien. Elle a aidé à me nourrir. Elle a été hyper partageuse. Et Guillaume aussi, on s'était très bien entendu. Et à la fin, quand le film est sorti, il y a eu une avant-première. Et Leonardo était là, et Guillaume m'a présenté à Léo, et on a discuté avec ses 4 gardes du corps qui étaient autour, et sa grand-mère derrière, je ne savais pas ce qu'elle faisait là. Et son agent. Non. Et donc on a discuté en 2 minutes, et on a fait une petite photo, voilà. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est que les comédiens américains, je pense que pour eux, c'est une chose bizarre qu'on leur enlève leur voix en français. Parce que pour les Américains, ils ne comprennent pas que le reste du monde ne parle pas anglais. Donc voilà. Donc la fascination qu'on peut avoir après pour les voix françaises, ils ne la partagent pas du tout. Alors après, je pense que comme il m'avait présenté avec des termes élogieux, donc voilà, il a été très sympa. Mais je pense que pour les acteurs américains, c'est un truc bizarre, quoi. Ils ne se rendent pas toujours compte, oui, de ce que c'est, de l'importance que ça peut avoir dans un Exactement. pays où beaucoup de films sont écoutés à 80% c'est pas dans leur culture. en version française. Sauf ceux qui sont bilingues ou trilingues, comme par exemple Viggo Mortensen, qui lui parle très très bien espagnol, français, etc. Et que j'ai eu l'occasion de rencontrer un jour, danois, enfin bon bref, et Jodie Foster bien sûr, et je l'ai rencontré moi à une projection, donc il avait écouté Le Seigneur des Anneaux, il avait félicité le distributeur, etc. Et il est venu, il a réalisé 2 films, et il est venu pour la présentation de son dernier film Jusqu'au bout du monde, là, où je l'ai doublé aussi, et donc on me l'a présenté, et alors là, donc lui il sait, il écoute, etc. Puis il m'a regardé, merci pour ton travail. Alors, c'est vrai, quand Viggo Mortensen dit ça, je ne sais pas comment vous dire, mais ça fait quand même tout drôle, quoi. Il n'y a pas à dire dans la vie, c'est des moments où on se pince quand même.
Bah, moi, j'ai juste rencontré Elijah Wood lors un gros raout pour la sortie du 2e ou du 3e opus des Seigneurs des Anneaux. C'était devant la Tour Eiffel, enfin de l'autre côté de la Seine, sous le Trocadéro, un endroit extraordinaire. Et ils ont eu la gentillesse d'inviter quelques voix françaises, dont moi, et à un moment, on me l'a présenté. Il a été effectivement comme ton Leonardo, très, très gentil, très sympathique. Mais je pense qu'effectivement, alors c'était il y a 20 ans, hein, mais même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte de l'impact des doublages pour nous, en Europe en tout cas, parce qu'effectivement, pour eux, et moi je dis toujours, les stars, c'est eux, c'est pas nous, mais on a du mal effectivement à concevoir la puissance de la voix émotive, la puissance émotive que peut avoir la voix, qui peut, à mon avis, même être supérieure à la puissance de l'image. Et ça, c'est pas évident à concevoir. Et ça, je veux absolument ajouter, parce qu'il y a plein de gens qu'on voit en dédicace, c'est extrêmement touchant, parce que tout le monde le sent, ça. C'est-à-dire que tout ce que vous nous dites, tout ce que les gens nous disent, c'est incroyablement touchant, parce qu'on le sait de toute façon, qu'une voix qui a une forme d'authenticité, qui cherche une forme de vérité, etc., elle va toucher, et les gens se rendent très bien compte quand c'est mauvais, ou quand c'est juste, ou quand c'est touchant. Et ce que tous vous nous dites, c'est vraiment ça, quoi. Il y a quelque chose qui nous touche chez vous, il y a quelque chose, bon, il y en a plein qui m'ont dit, vous avez bercé mon enfance, tout ça. Enfin, bon, c'est oui, alors ça, on vous remercie. Parce qu'il y a quelque chose... on en prend plein la gueule. Oui, alors là, c'est beau. Non, mais c'est la puissance de l'incarnation. Oui, Voilà. oui, il y a une empreinte profonde. Nous-mêmes, on a été bercés par des voix qu'on a entendues, mythiques, pour des séries que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître, ça c'est clair. Les lilas sont morts. Mais qui étaient des gens, alors qui, eux, étrangement, avaient une grande curiosité pour ça. Mais alors, c'est une génération, vos arrière-grands-pères, hein, pour beaucoup. C'était par exemple Tony Curtis, par exemple, il adorait sa voix en français, une série mythique qui s'intitulait Amicalement Vôtre. Alors, ça vous dira rien, peut-être pour beaucoup, mais il y en a quand même. Voilà. Ah, il y a quand même de la jeunesse qui lève la main. Et ils sont jeunes encore, donc voilà. Donc ça, voilà, vos grands-parents écoutaient ça, c'est absolument génial. De même qu'une série, alors là, pareil, ça vous dira rien, mais il y avait là, c'est l'exemple qu'on cite toujours, c'est Colombo, série policière. Ah, ben voilà, génial. Peter Falk, acteur exceptionnel qui tournait avec un des plus grands réalisateurs d'Hollywood, John Cassavetes, donc cinéma indépendant, avec la grande Gena Rowlands, immense actrice qui nous a quittés. Alors ça, c'est vraiment les déesses du cinéma, vraiment, qui ont eu des parcours qui nous ont inspirés, etc. Je fais la petite parenthèse, mais voilà. J'ai rencontré Christian Slater, parce que je l'ai doublé dans Mister Robot. Il y a une convention, il y avait Fouzia, donc une amie qui dirige maintenant et qui était agrégée d'anglais et qui faisait la traduction, et on se rencontre. Et elle avait chopé un extrait de Mister Robot en français, lui, il met casque, et tout d'un coup il fait... Et il est fasciné. Il m'a dit, je ne savais pas que je jouais en français parfaitement. Donc c'est sympa. Et il y a une anecdote que m'a raconté Bruce Willis, Patrick Poivet, pardon. Patrick Poivet et Bruce Willis étaient très, très, très copains. Quand Bruce Willis venait à Paris, ils faisaient la bringue ensemble jusqu'au petit matin, tous les deux. Et il y a une vidéo où Bruce Willis dit à Patrick Poivet, je l'ai dit en anglais, il fait « Patrick, si j'avais eu ta voix, j'aurais eu un Oscar. » Voilà. On va rester sur cette belle parole, Boris, et on va commencer justement l'animation doublage maintenant, d'ici quelques instants. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ludo, où est Ludo? Il est là, Ludo, qui va gérer cette animation. Je ne sais pas, Ludo, est-ce que les gens vont pouvoir monter sur scène pour faire l'animation avec les comédiens ou pas? Allez, ouais, let's mais go, on va décoller. Il n'y a personne de nous après. Si, il y avait les acteurs américains, mais malheureusement... Faut attendre. C'est pas vrai, il n'y a personne. Pour une fois, ça va être... Boris, il n'y a personne. Après, t'énerve pas, il n'y a personne. Dans ce sens-là, ça changera. Hein. Ouais, pour une fois, ça changera. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que vous nous avez fait l'honneur, et vous leur avez fait l'honneur d'être présents pour cette conférence. On peut vous applaudir très très fort. Ah oui, merci, parce que sans vous, on n'est pas là. Merci. Et on peut remercier aussi Fred. Merci Fred. Vous allez retrouver sur la plupart des conférences. On peut l'applaudir très très fort. Je peux rajouter un truc, mon Ludo, juste avant qu'on attaque. Bien sûr. Cyril Monge qui double Joël dans le jeu Last of Us. Moi, je le fais dans la série.
Voilà, parce qu'on a passé les essais, mais bon, dans la série, c'est moi qui l'ai eu. Et quand il parle des conventions, moi j'appelle ça plutôt des festivals, parce que sinon c'est la convention des pompes funèbres de France ou des laboratoires Sanofi. Voilà, donc des festivals, donc il y a fête, et il dit que ce sont nos applaudissements décalés. Là, quand vous venez nous voir donc, au théâtre, c'est immédiat. On applaudit si ça a plu, ou alors ça applaudit mollement si ça n'a pas plu, mais il y a les applaudissements, c'est tout de suite. Et les conventions, tout ce que vous nous donnez, en fait, c'est nos applaudissements décalés. Et je trouve très beau, cette petite image. Voilà, merci à vous. Vas-y Lulu, t'as le crachoir. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai sélectionné 3 scènes, on va dire, dites cultes, pour moi, du moins, peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui, pour chacun de nos comédiens ici présents. Alors, on va entamer par Bernard et Alex. Bernard, Alex, j'ai sélectionné, alors pour celles et ceux qui étaient à Paris Manga, une scène que vous avez déjà pu doubler, qui est la rencontre après la défaite contre Thanos de Iron Man et de Captain America, pour le coup de Tony Stark et de Steve Rogers. Donc on va pouvoir la visionner ici, et puis après si vous pouvez vous prêter un petit peu à l'exercice de réinterprétation pour le coup, et on va le faire après pour Damien avec Arrête-moi si tu peux, une scène où justement Tom Hanks, donc si quelqu'un de tes camarades peut donner la réplique de Tom Hanks, et toi donc sur Leonardo DiCaprio, qui va fuir une nouvelle fois. Et toi, Boris, tu vas être un peu en solo, puisque tu vas être dans le Chapeauté 2, où le Chapeauté fait face à toutes ces images vers la fin du film, ou quand il rencontre la mort. Alors, on a fait 10 pistes pour chaque personnage. Alors, normalement, c'est un petit court extrait, tu verras, et puis tu nous dis, et puis au cas où, on essaiera de... Voilà, là, c'est parce qu'en plus, ils n'arrêtent pas de se chevaucher, donc on a fait 10 pistes. Ok. Et juste pour ajouter petit, puisque là, c'est comme si on était en tournée, en fait, on fait une reprise de ce qu'on a fait, c'est ça? C'est un peu ça. Alors, pour que vous ayez une idée vraiment claire et honnête de ce qui se passe, parce que là, on va l'entendre, on n'a pas la VO. C'est ça. On est d'accord. Donc, nous, on va voir la scène. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Du tout. Nous, quand on a... Mais c'est pour que vous ayez bien une idée claire de comment ça se passe. On ne se jette pas dans une scène silencieuse. Hein. Donc, la scène, on l'écoute en VO, en anglais en l'occurrence, et là on l'écoute, on la réécoute, donc on ne va pas vous demander une demi-heure de réécoute sans arrêt, parce que nous pendant ce temps-là, on engrange, on imprègne plein d'informations. On a, avec un peu de chance, pu voir le film avant, et là on regarde la scène, donc déjà il y a la VO qu'on écoute, pour pas se lancer comme ça, comme si on se lançait dans un truc qu'on ne connaît pas, pour pas plaquer ce qu'on a dans le moment. Fusil. On essaie d'aller vers ce qu'on a entendu, on n'imite pas, mais on essaie de s'imprégner de ce qu'il y a eu. Donc ça, c'est vraiment important, c'est un élément, voilà, je pense crucial. Donc si jamais on est moins bon que ce qui a été fait dans le film, c'est aussi pour ça, parce qu'on peut peut-être pas forcément se retenir exactement si on n'a pas l'original. Voilà. Ne cherche pas des excuses. Là, c'est... Non, on se plante. Non, attendez. Il y a des fois, il y a des scènes, des boucles, ce qu'on appelle des boucles. On les fait, surtout quand on fait du 35 mm, donc du cinéma, quand on a le temps, des fois, on refait une fois, 2 fois, 3 fois... 10 fois le passage, parce qu'on ne trouve pas, parce que des fois ça parle très vite, on se plante, on n'arrive pas tout de suite la première fois. Hop, non, on se trompe, on a le droit de se tromper pour aller vers quelque chose de bien. Alors tu nous l'as fait péter, Ludo, ton truc là? Oui, on ricanait avec Alex. Eh ben, on va pouvoir la lancer bêtement, c'est ça? C'est ça, on ricanait bêtement, on était les élèves indisciplinés. On va regarder une première fois donc cet extrait des Avengers. Pour vous, Bernard. Alors normalement, on va avoir le retour ici, Bernard et Alex. Oh là, il va falloir ça bouge en plus. Oula, il y a des ralentissements. Hein. Alors ça, c'est très dur quand tu fais ça. Parce que ouais. Normalement, ça ne le fait pas. Et normalement... Ouais, elle n'était pas aussi longue aussi. Normalement, ça commence à... Oh là là. Ouais, ça commence à là. C'est marrant, il y a une seconde. Ouais, là, il y a des petits soucis de bande rythmo. Il nous arrive dans des studios d'enregistrer avec ça. Hein. Ça nous arrive. Et là, on est obligé. Là, ça saute trop. À la fin de la journée, on a les yeux qui font comme ça. C'est surtout que des fois, on enregistre sans l'image. Oui, on a juste la bouche. J'ai juste la bouche qui apparaît, c'est tout. Voilà. On n'a aucun effet spéciaux, rien. Voilà, ça saute beaucoup trop par contre. Oh, on va y arriver. Normalement, là, on écoute la VO. Vous allez être
tolérant avec nous. Oui, alors là, oui, alors voilà. Allez, go. Donc, Alors. ça saute et tout ça. Hein, donc... Pardon, mais j'ai raté la première, non? Mais vous arrivez à voir, moi, Ouais, et puis, mais puis là, du coup. Ah oui, parce qu'elle. Alors là, normalement, c'était pas censé commencer là. Je comprends pas ce qui se passe. Hein. Normalement, là, tu On vois. peut pas revenir en arrière? Alors, la régie, stop si on peut stopper là. Non, elle s'arrête pas. Ok. Ah, super. Ouais. Et ben voilà, Ah c'est non, le désolé, multiverse. les gars. Donc vous aimiez avez les vu, Avengers, vous avez aimé le vu, multiverse, c'était Disney donc, vous a entendu. voilà. Ah, Maintenant c'est le voilà. chapeauté. Ah non. Ah non. Eh ben on va commencer là. Allez hop, c'est La parti. première, et la première, on l'aura dans une autre. Vous lancez? Ok. Vous lancez en régie? Mais où il est maintenant? On ne sait pas. Il a ouvert un portail, il a traversé. C'est quoi son problème? Il fait la gueule. Ben ouais. C'est comme ça avec lui. C'est marrant, il y a encore une seconde, je croyais que t'étais un ours en peluche. Ça fait déjà 3 semaines qu'on traque Thanos. On a beau avoir des scanners et des satellites, on n'a toujours rien. Tony, tu l'as affronté. Qui te l'a dit? Je l'ai pas affronté. Il m'a explosé la tronche avec une planète pendant que le magicien de fête foraine lui a reflé son stock. J'appelle pas un combat. J'ai rien compris. Vas-y, rien de cible. Il t'a pas laissé des indices ou des coordonnées, quelque chose, quoi? Il y a des années que je le voyais venir. J'ai eu une vision, mais je voulais pas le croire. Je pensais que je rêvais. Tony, j'ai besoin que tu te reprennes. Moi, j'avais besoin de toi. D'accord? Donc, il n'y a plus Super. d'images. Déda, On fait ce qu'on peut. Hein. En fait, un peu sauvage, hein, là. Bon, bah là... On peut les applaudir très très fort. Parce que là, c'est de l'impro total. Hein. Donc voilà, c'était pas censé se passer comme ça. C'était pas censé se passer comme ça. tu es plein de surprises. C'est ça, ça fait de moi un homme plein de surprises, effectivement. Du coup, marre-toi, Damien, parce que c'est... moi, je vais me rapprocher, hein, parce que là, c'est mon tour. C'est la tienne qui va arriver, et en vas-y, plus, bon, il va falloir qu'on on nous y trouve va. un Tom Hanks. Alors les copains, qui veut faire un Tom Hanks avec... Moi, je vais le avec faire Damien. à vue. Allez, c'est Allez, parti. on y va. J'ai pas doublé, on la j'ai regarde pas pas une vu. première fois, on y va direct. Allez, on y va direct. on est des Allez, c'est cow-boys, parti. nous, on y La croit. régie, au final, ce sera Arrête-moi si tu peux en deuxième. Fusil. Normalement, c'est Voilà. pas censé... Alors, Attends. commence à lâcher ça. Lâchez ça. Mais... on va Attends, mais... quand même, parce que Ouais, là, ouais, non, on va l'avoir un premier coup. on va voir là. Bon, non, remets-la. Ouais, remets-la en arrière. remets-le là, Mais parce que ça- déjà que ça bouge et tout. Bon. Vous avez vu, c'est la toute nouvelle BM électrique. Mettez On la sur change la de tête. type de caractère en 2 secondes en Ferme. changeant la boule. Mettez les mains sur la tête. Mettez les mains sur la tête. Incroyable. Il y a plus de 200 chèques ici. Marche Code sur la banque, tête. de Chine, de la colle et même des enveloppes de chèques de paie de la Paname. Posez ça. Lâchez ça. Oh, du calme. Vous êtes en retard. D'accord? Je m'appelle Allen, Barry Allen, service secret des États-Unis. Votre homme a tenté de s'enfuir en sautant par la fenêtre. Mon collègue le garde en bas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Vous croyez que le FBI est le seul sur cette affaire? Enfin, voyons. Il falsifie des chèques de l'administration. Il en sème partout. On le suit à la trace depuis des mois. Et s'il vous plaît, vous voulez bien arrêter de pointer ce revolver sur moi, ça me rend nerveux. Montrez-moi votre carte. Ah oui, bien sûr. Voici mon portefeuille. Vous voulez mon arme aussi? Non, mais allez-y, hein, venez la prendre. Ah ben super, merci, au revoir. Je vais me démerder. Je pense, ouais. Je vais la voir d'abord. En fait, bon, allez, je vais vous l'avouer, je trouvais que c'était trop simple pour eux, c'est ce qu'ils font tous les jours. J'ai vraiment voulu corser le truc, mettre des trucs hyper saccadés et tout. Et puis voilà, quoi, c'est pour vous montrer à quel point ils sont doués. Eh ben, c'est parti, ben, on va attaquer le chapeauté. Eh ben, tu vas bien galérer là, parce que... C'est quoi? À la volée sans filet. Allez, c'est parti. Non, non, désolé les gars, c'était amusant, hein? Oui, mais vous pouvez me dire comment sortir d'ici parce que je dois retrouver Kitty et les chiens. Oui, là, comme ça, là, ça tombe bien, pas de rythme, super. Non. Cela, je ne les fais pas. Normalement, c'était cuté. Ah, je ne fais pas les yeux.
Ah, les chapeautés fait cavalier seul. La légende était si grande qu'il n'y avait pas de place pour personne d'autre. Bon, comme ça. T'aurais pu tout mettre. Hein. Au fait, je me serais marré. Voilà. Vous savez quoi? Vous êtes une bande d'abrutis. Ce qui est extrêmement troublant pour moi, je trouverai la sortie tout seul. Adios. Et je le répète, je ne fais pas la voix d'Antonio Banderas, je fais les chapeautés seulement. Muchas gracias, señor, que me encanta. On se déteste, on se déteste. Se ve. Alors, Creo que sí. vous étiez censé pouvoir passer sur un extrait, là, vous comprenez bien que dans ces conditions, ça Là, ne va pas être c'est- possible, parce que ça va être vraiment trop casse-figure, pour rester poli. Est-ce qu'il y aurait, bah, du coup, je vais faire mon Fred, est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance? D'autres questions? Allez, c'est parti. Est-ce que, hop, tu pourrais passer le micro? Merci beaucoup. Ne tombez pas, ne confondez pas vitesse et précipitation. On va se blesser dans le travail. Du coup, oui, j'aurais une question. Est-ce que, est-ce que vous avez eu des anecdotes de doublage ou de tournage Alors moi j'ai une anecdote de théâtre assez drôle. C'était le deuxième projet professionnel que je faisais. Je remplaçais un acteur qui s'appelle Vincent Solignac, qui est aussi un grand scénariste et qui a un formidable bistrot qui s'appelle Les Sardignac à Paris, juste en face des Folies Bergères. Oui, c'est ça, des Folies Bergères. Et je l'ai remplacé pour la tournée des Affaires sont les affaires d'Octave Mirbeau, une pièce qui a vu 3 Molières. Et donc on avait énormément, il y avait 90 dates. On voyageait en première, alors que nous, c'était pas la première du tout. Voilà. Et à la dernière, on se fait toujours des blagues. Et Pierre Méran, qui était avec Villard, et la création de Festival d'Avignon et tout ça. Et il y avait une comédienne qui était aussi assistante de mise en scène, qui faisait La Soubrette. C'est une pièce au 19e siècle. Et à moi, elle avait un changement de costume extrêmement rapide. Et à la dernière, il lui avait mis des petits Suisses dans ses chaussures. Et alors, ça et tout, et elle n'a pas le temps, et elle doit rentrer sur scène et jouer. Voilà, ça c'est une sorte de bêtise, quoi. Voilà, moi les blagues de dernière, je déteste ça, parce que déstabiliser pour déstabiliser, je trouve ça nul. Voilà, mais sinon, si l'anecdote, c'est que mon premier doublage, j'ai pas passé Massachusetts, voilà, et qu'on m'a remplacé. Voilà, ça c'est fait. Je n'ai pas trop de temps. C'est pas évident les anecdotes, en plus moi j'ai pas de mémoire, alors j'oublie tout. Mais s'il y a un petit truc rigolo, c'est un de mes tout premiers rôles dans les, arrivé bourré, hein, des ambiances. Parce qu'on a tous démarré par des petites ambiances, des petits rôles, c'est normal, il faut apprendre. On a tous appris sur le tas, le doublage à l'époque. Damien, non. Et c'était genre, je sais plus, une histoire des petits spermatozoïdes qui allaient dans une ovule et tout. Alors, ils parlaient, tout ça, et il fallait qu'ils aillent les premiers sur l'ovule et tout. Et puis voilà, on fait nos petits rôles comme ça. Et puis, je reçois ma feuille de paye à moi plus tard. Et je vois le rôle spermatozoïde. Alors là, j'ai dit, ça commence bien. Une naissance. Non, j'ai pas d'anecdote comme ça, ou alors j'en ai tellement. Non, là tout de suite. Ah, moi j'en ai une. La série Entourage, vous l'avez vu, où c'est une histoire d'un gars qui vient de star en 2 ans. C'est un peu l'histoire de Mark Wahlberg. Et il est flanqué de son meilleur ami qui va devenir son agent. Il y a le copain, c'est un petit rappeur, c'est Turtle qui est doublé par Manu Guérigeau. Et puis l'autre, c'est son demi-frère qui est un acteur de seconde zone, c'est Kevin Dillon qui s'appelle Johnny Drama.
Et Johnny Drama, vraiment, voilà. Et on s'était tellement marré pendant 10 saisons qu'on ne voulait pas que ça s'arrête. Et ils font la bringue tout le temps, ils se défoncent la tête. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et j'arrive et c'était le dernier jour d'enregistrement. Et j'arrive, je suis encore un peu chaud de la veille, quoi. Vraiment. J'arrive, je suis encore un peu sous effet de la bière, n'est-ce pas? Et au moment d'enregistrer, on avait la chance, c'était une grande salle de cinéma. C'était pas sur une télé, c'était un grand écran, enfin, qui peut être aussi grand que ça d'ailleurs. Et là, quand la rythmo arrivait, comme ça, j'étais concentré. Ouais, ça va aller. Et alors moi, il n'y a que les yeux qui bougent et les textes défilent comme ça, dans ce sens-là, donc voilà, comme ça. Et quand le texte est arrivé, je faisais ça. Et je n'ai pas réussi à en mettre une dedans. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dormi et je suis revenu à 17h. Voilà, ça m'est arrivé une fois, mais ça nous est tous arrivé une fois. Voilà. On va prendre une dernière question. Ah, il y en a trop. Ah bah. Allez-y. Ça avait parlé du changement de cast chez Friends tout à l'heure, vite fait. Mais c'était typiquement une affaire du studio, enfin de la société de doublage de la Sophie. Alessandre Gillet, j'arrive plus à me rappeler si d'autres ont, si les autres ont doublé pour la Sophie. Mais Alessandre, est-ce que tu as des souvenirs de tes doublages chez la Sophie, Sonic Kids par exemple? Ah ben, ça a démarré là-bas, parce que j'ai fait des essais, je me souviens, dans des studios qui n'existent plus sur l'île de la Cité, à Viafilm, mais c'était la Sophie qui louait les studios. Donc une société de doublage, faut dire. Société de doublage qui n'existe plus, qui a fait énormément de projets télévisuels, de grandes séries des années 80, 70, 80, 90, début 2000, et qui avait énormément de projets, et j'ai beaucoup travaillé pour eux là-bas. Il y avait une ambiance très particulière parce que c'était à la fois on avait l'impression que c'était fouillis, il y avait beaucoup de boulot, beaucoup de studios qui fonctionnaient en même temps, mais en même temps c'était une chance formidable de pouvoir travailler très régulièrement pour des séries et des téléfilms qui n'étaient pas toujours d'extrêmement bonne qualité, parce que c'était un peu du tout venant pour certaines choses, mais ça permettait de se former hyper rapidement, et puis surtout de passer des bons moments, parce qu'il y avait quand même les vieux de la vieille qui étaient souvent directeurs de plateau dans cette maison-là. Et moi, je me souviens avoir beaucoup rigolé dans cette société-là, beaucoup. Et c'est pas la Sophie qui a changé les acteurs. Hein. Ah non, c'est pas la Sophie qui a changé. Parce que c'est un prestataire, c'est le diffuseur. Je sais pas si c'était Warner ou je sais pas. Ah non, mais pour voilà, et il y a une mésentente entre le client, le diffuseur. C'était pas la chaîne, justement, ou la chaîne. Enfin le diffuseur ou le client et les acteurs originaux, ils ont eu un différend. Il y en a ils ont pas réussi à se mettre d'accord, donc ils ont décidé. Mais c'est pas le studio qui a changé les acteurs. Ah non, si la question c'était sur Friends, non, la Sophie n'a rien à voir avec le changement des acteurs, rien du tout. Allez, petite dernière pour la route. Allez, une petite dernière pour la route. Et la dernière goutte comme la taverne de Zone. Allez, je vais te laisser choisir. Vas-y. Bonjour à vous quatre. Une question par rapport à l'IA. Est-ce que vous en avez peur sur l'évolution de l'IA pour le métier de comédien? Bien sûr, c'est un cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar. Je pense que c'est pas peur. Je pense qu'on ressent tous une terreur contenue de ce qui peut nous attendre, parce que ça peut être carrément l'extinction de notre boulot, et pas simplement pour le doublage. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est que le début de l'engrenage. C'est-à-dire que vous voyez maintenant comment on peut rajeunir des comédiens. Regardez le dernier Harrison Ford, où à un moment on le voit plus jeune dans Indiana Jones. Tout ça c'est fait par IA. Si on n'est pas attentif à ça, ce n'est que le début du remplacement des humains. Même dans les films, on aura un acteur principal et le reste, on va le créer en IA. Et ça va être terrible. Donc si on n'est pas vigilant, si toute la société ne se mobilise pas contre ça,
Je pense qu'on va, mais on va se prendre un Il y a même tsunami. un directeur de major, d'une grande major américaine. Le futur projet, c'est pas de scénariste, une IA pour faire un scénario, pas de réalisateur, une IA pour faire le réalisateur, pas d'acteur, des IA, tout fait par IA. Voilà. Alors, notre petit précaré, certes, les traducteurs, traductrices. Moi, j'ai une cousine, elle a fait des études de ouf pour devenir trilingue. Enfin, elle parle 4 langues parce qu'elle parle français, plus anglais, italien, espagnol. En un an, son chiffre d'affaires a baissé de 80%. Voilà, c'est réglé. Les radiologues. Avant, déjà, c'est déjà dur à trouver, mais maintenant, comme il n'y a plus assez de radiologues, parce qu'évidemment, on ne trouve plus, parce qu'il faut bosser, et puis que c'est compliqué, et tout le monde ne peut pas être radiologue. Bon, enfin, il y en avait beaucoup avant, et on tire, comme cette société, grâce à tout ça, est tirée vers le bas. Donc voilà, donc on manque de radiologues. Donc les radiologues ne peuvent plus vendre leur cabinet, donc ils vendent tous leurs fichiers à des sociétés IA pour que l'IA analyse les radios que vous allez faire, et qu'il y aura un humain qui va les journalistes, les avocats. Journalistes, les avocats, il y a mais énormément de choses. On estime que d'ici 2030, c'est 700 000 emplois qui sautent en France. Pas que nous. Hein. Nous, notre métier, c'est 15 000 personnes, entre la chaîne, les comédiens, ceux qui écrivent les textes, les détecteurs, les monteurs, les mixeurs, les patrons de boîtes, enfin tous ceux, c'est une chaîne de 15 000 personnes. Voilà, donc l'IA. Alors après, nous, en tant que doubleurs, comédiens qui faisons doublage, les doubleurs étant les sociétés, il y a déjà aussi, c'est pour ça quand vous rigolez là, prenant votre petite chat GPT chez vous, on va rigoler, on va se marrer, on va prendre, tiens, je vais faire un faux spot, puis je vais prendre la voix de Damien Viteka ou machin pour faire un truc. Vous nourrissez la bête. Une IA générative ne crée rien, ça vole. Donc si vous faites ça, vous volez nos voix, même sans penser à mal, mais vous volez nos voix. Il y en a qui maintenant, ils proposent avec la voix d'eux et ils font payer. Non, ça c'est du vol de voix, si c'est notre voix. Pour le doublage, c'est différent. Les acteurs américains, après que leur grève, ils ont vendu leur voix. Ils ont vendu leur voix. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Donc les IA vont pas se faire chier hein, pour doubler Jason Statham, ils vont pas m'appeler moi. Ils vont prendre, ou Damien, ils vont prendre la voix de l'acteur original, ce sera son timbre, et l'autre IA va faire les mouvements de la bouche. Voilà. Seulement la musicalité de l'anglais, c'est pas pareil. Mais si à force d'entendre ça, vous habituez, McDo, enfin, on dit oui, mais c'est le restaurant où le plus de gens vont. Mais c'est pas parce que c'est McDo que c'est bon. Voilà, on dit oui, Aya Nakamura, même si dans son style fait un grand artiste, certes. Bon, oui, c'est l'artiste en français la plus écoutée dans le monde. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Voilà, bon, il y a Mozart hein, aussi, donc. Mais j'ai dire, moi, je serais totalement foutu de faire de faire ce qu'elle fait, enfin, de faire ce qu'elle fait, d'avoir ce truc scénique et tout ça, bien sûr, mais c'est pas parce que c'est hyper connu que c'est bien. En Russie, le doublage russe, c'est du voice-over. Il y a une voix, vous avez tout le film en original, et c'est la voix qui fait tous les personnages, comme dans du documentaire. Les gens sont habitués. Mais en fait, c'est vous qui avez le pouvoir. Nous, on peut le dire, nous, par exemple, on peut faire grève, même si 44 fois, on a fait des personnages très longtemps, le studio, il dira, nous, on a un film à sortir, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est de l'économie. Nous remplace, hein. Ah, mais nous remplacerons, ça, faut pas se leurrer. Voilà. Puis après, il y a des tas de choses. Mais là, en ce moment, on est en train tous les syndicats se sont mis ensemble, l'association les voit, et aussi au niveau monde, parce que tous les syndicats du monde ensemble sont très inquiets à propos de ça. Mais c'est une volonté politique. On pourrait dire très bien, par exemple, pour le cinéma, c'est un scénario qui a été écrit par Ania, pas de CNC, pas de pognon. Ça va être embêtant là, pour monter un film. Si vous n'avez pas le CNC, personne ne vous suit. Le CNC, c'est important de dire c'est le Centre national c'est ce qui subventionne le cinéma en France. Quand vous prenez un billet au cinéma, c'est très important parce que c'est la France qui a sauvé son cinéma comme ça. Hein. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cinémas dans le monde et notamment en Europe qui ont coulé par cette histoire-là. La France donc, a eu cette spécificité incroyable, c'est quand vous allez au cinéma, il y a une partie du billet qui va à ce CNC, qui va donner de l'argent pour de la création française. Donc il y a des tas de films que vous avez pu voir, français, qui ont eu une aide grâce au CNC. C'est unique. Le reste, c'est comme ça que le cinéma français d'auteur a été sauvé. Sinon, il n'y en aurait pas, hein. Il n'y en aurait plus. Comme vous pouvez voir dans plein de pays d'Europe où c'est un miracle de voir certains films parce que ça n'existe plus. Leur cinéma a été bouffé
littéralement parce qu'il n'y avait plus ces aides-là. Voilà, c'est une volonté Donc, politique. Par exemple, au Japon, les comédiens qui font du doublage sont des stars. Non énormes, mais eux, ce sont de véritables stars. Comme les comédiens américains, ils se baladent avec des gardes du corps, même pour les rencontrer, c'était très compliqué. Ils sont en train On n'a pas de garde du corps encore, là. ils sont en train de légiférer. Ils sont en train de légiférer pour que tout ce qui rentre ne soit doublé que par des vraies personnes. Mais c'est une volonté politique. Il faut un peu de courage. Alors après, il y a une commission qui est présidée par Cédric O, notre ancien ministre du numérique. Et ce monsieur Cédric O, qui est le président, pour voir, oh, attention, mais qu'est-ce que c'est les tenants, les aboutissants, est un des plus gros actionnaires du chat GPT français qui vient de lever 1 milliard. Donc c'est lui qui est chargé de... Enfin, c'est un peu étonnant, c'est comme l'Arabie Saoudite, président de la Commission du droit des femmes à l'ONU. C'est un peu surprenant. Non, mais je ne suis pas de jugement. Mais, ou non, des mais, sociétés pétrolières qui vont être à la COP 28. Oui, voilà, etc., au Total qui dit qu'il faut faire du green. Bon, là, voilà, mais bon, je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. Boris, on a un message qui nous dit qu'il Voilà. faut qu'on dégage. Alors, voilà. Okay, Ah merde, oui, il faut laisser le plateau au just groupe qui arriving attend. on stage, the Americans are Asseyez-vous, vous waiting, nous. so Ouais, non, pardon. please, Alors, French, please justement, get off. c'est Okay. un sujet, Voilà. c'est un sujet l'IA qui pourrait concerne tout le monde, mériter- vraiment. qui concerne tout le monde et qui pourrait mériter une conférence de plusieurs heures à elle seule. C'est un sujet qui vous tient à cœur, qui nous tient aussi nous à cœur et qui tient nos artistes à cœur. Vous allez pouvoir voir sur leur table de dédicace aussi, il y a des QR codes pour la pétition Touche pas ma VF. N'hésitez pas, chaque voix compte. Ne pensez pas que ça ne sert à rien ou quoi que ce soit ou parce que vous avez signé. Non, allez-y, continuez, partagez, partagez, partagez et surtout portez ce message-là et surtout continuez à soutenir nos artistes et écouter de la VF. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Merci.